La pluie tapotait contre les baies vitrées du sol au plafond d'un Penthouse parisien tandis que deux petits garçons restaient assis en silence, des jumeaux prisonniers de leur fauteuil roulant, prisonniers du chagrin, et prisonniers de la peur de leur père. Alexandre Collet avait dépensé des millions pour les meilleurs médecins du monde, instauré des protocoles stricts, installé des caméras dans chaque pièce, et pourtant, rien ne changeait. Pas de rire. Pas d'espoir. Juste la routine. Jusqu'au jour où, un après-midi, il consulta le flux de sécurité et vit la femme de ménage au sol avec son fils, le fauteuil roulant repoussé, son enfant assis, sans soutien. En quelques secondes, Alexandre surgit comme une tempête. Il ne posa pas de questions. Et elle n'écouta pas. Et elle explosa. Parce que pour lui, cela ressemblait à un danger. Mais ce qu'il était sur le point de détruire, c'était le premier vrai signe de guérison que ses fils avaient montré en 3 ans. Quand la vérité éclaterait sur les garçons, sur la femme de ménage, et sur le secret enfoui dans le propre sang d'Alexandre, cette maison ne serait plus jamais la même. Restez avec nous pour découvrir ce qui s'est passé ensuite et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? La voix d'Alexandre Collet frappa la salle de thérapie avant lui. Il déboula dans l'embrasure comme une tempête dans un costume sur mesure, cravate desserrée, cheveux légèrement en désordre, téléphone encore serré dans sa main comme s'il l'avait traîné jusqu'ici. Sur le tapis en mousse, Élodie Caron se figea en plein mouvement. Elle était agenouillée près de Léo Collet, guidant ses jambes, soulevant, pliant, incitant le mouvement avec une lenteur attentive, professionnelle. Le fauteuil roulant était repoussé contre le mur. Inutilisé. Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur ce fauteuil comme sur un canot de sauvetage qu'elle aurait jeté par-dessus bord. Enlève tes mains de lui, cracha-t-il. Monsieur Collet, commença Élodie, en maîtrisant sa respiration. Et elle s'avança d'un pas vif, attrapa son poignet et la tira en arrière si fort qu'elle trébucha. Léo sursauta. Ses grands yeux s'écarquillèrent de panique. Et la poitrine d'Alexandre se soulevait et s'abaissait, brûlante. Je t'ai vu, gronda-t-il. Le forcer à sortir du fauteuil roulant. Qui t'a dit de faire ça? Qui t'a donné la permission? Je ne le forçais pas, dit Élodie, retrouvant son équilibre, la voix tremblante mais maîtrisée. Je l'aidais à activer le « ne t'avise pas de m'expliquer la science », coupa Alexandre. Son doigt pointa vers son visage. Tu es une femme de ménage. Pas une thérapeute. Pas une médecin. Tu fais ce qu'on te dit. De l'autre côté de la pièce, Émile, le jumeau de Léo, se recroquevilla dans son fauteuil comme si l'air était devenu tranchant. Élodie avala sa salive. Il réagissait. Monsieur, j'observe la façon dont il... Tais-toi, aboya Alexandre. Tu n'expérimentes pas sur mes fils. Tu n'improvises pas. Tu ne les touches pas si le protocole ne le dit pas. Léo émit un petit son, effrayé. Mais Alexandre ne l'entendit pas. Pas vraiment. Le chagrin vivait en lui depuis 3 ans, silencieux comme un virus, dévorant tout ce qui était humain. Et le flux de la caméra venait de réveiller la part de lui qui croyait encore qu'il pouvait contrôler la tragédie s'il contrôlait tout le reste. Et elle donna un léger coup au fauteuil roulant. C'est ce que les médecins ont prescrit. C'est ce qui le garde en sécurité. Et toi, c'est ce qui le met en danger. Les yeux d'Élodie brillaient, mais elle ne pleura pas. Vos fils n'ont pas besoin que de sécurité, dit-elle doucement. Ils ont besoin de... Je me fiche de ce que tu penses qu'ils ont besoin, hurla Alexandre. Tu crois en savoir plus que des spécialistes? Ma femme, paix à son âme, faisait confiance aux professionnels. Élodie cligna des yeux, la douleur traversant son visage. Je n'essaie pas de remplacer votre femme. Tu ne pourrais pas, même si tu essayais, répliqua-t-il. Les mots claquèrent comme une gifle. Puis, incroyablement, il la rendit réelle. Et sa paume claqua contre la joue d'Élodie, assez sèche pour figer la pièce dans un silence brutal. Pas assez forte pour la faire tomber, mais assez pour faire halter Léo et Émile. Quelque chose d'invisible se brisa. Reste loin de mes enfants, gronda Alexandre. Encore un seul numéro et tu te retrouves à la rue. Tu m'as compris? Une longue pause, électrique. J'ai compris, murmura Élodie. Alexandre remit Léo dans le fauteuil roulant, puis Émile les mains tremblantes d'adrénaline tandis que sa bouche faisait semblant d'être calme. La thérapie est terminée, marmonna-t-il. Je vais m'en occuper. Élodie recula vers la porte, les doigts effleurant le côté de son visage. Je ne leur faisais pas de mal, dit-elle doucement. Les yeux d'Alexandre étaient glacés. Tu me faisais du mal. Sors. Elle partit sans un mot de plus. Le Penthouse tout en haut de Paris, enveloppé de verre et d'argent, devint silencieux d'une façon qui ressemblait à une punition. Cette nuit-là, Alexandre resta seul dans son bureau. Bourbon intact. La glace fondant en volutes ambrées pâles. Dans la fenêtre, son reflet paraissait plus vieux que 42 ans. Plus dur.
Comme un homme qu'on aurait vidé puis reconstruit en acier. Il n'était pas fier d'avoir frappé Élodie. Il ne faisait pas ce genre de choses. Son père. Si Alexandre s'était juré qu'il ne le ferait jamais. Mais quand il l'avait vu tenir les jambes de Léo, quand il avait vu le fauteuil roulant repousser, quelque chose en lui avait cédé comme un vieux fil sous tension. Et elle se dit qu'il ne devait pas, puis il attrapa quand même la tablette. L'enregistrement de sécurité s'ouvrit. Alexandre appuya sur lecture. Elle était là, Élodie au sol, posture douce, voix basse. Elle fit glisser Léo avec précaution hors du fauteuil et sur ses genoux, le maintenant juste assez pour le soutenir. Sans forcer. Sans imprudence. Doucement. Elle fredonnait un gospel, à peine un souffle. 10 Little Light of Mine. Léo releva la tête vers le son. Émile, d'ordinaire distant, verrouillé, tourna lui aussi le visage, comme si la mélodie avait trouvé une porte fermée à clé. Élodie posa sa main sur le genou de Léo. Voilà, mon cœur. Petit à petit. Et c'est juste. Alexandre se pencha, le souffle bloqué. Le pied de Léo tressaillit. Un tout petit mouvement. Presque rien. Puis quelque chose qui frappa Alexandre plus fort que n'importe quelle guerre de salle de conseil. Léo sourit. Un vrai sourire. Petit, de travers, et indiscutablement joyeux. Émile attrapa la manche d'Élodie de doigts tremblants, comme s'il voulait son tour. Alexandre se figea, rembobina, relança, mit en pause, relança. Quand est-ce que l'un d'eux avait eu l'air comme ça pour la dernière fois? Quand est-ce que cette maison avait contenu autre chose que la routine et la résignation? Il pressa ses paumes contre ses yeux. La honte lui remonta dans la gorge. Et elle vit le moment où il l'avait giflé. Et elle vit le visage de ces garçons. Et elle se vit devenir l'homme qu'il détestait. Qu'est-ce que j'ai fait? Murmura-t-il à la pièce vide. Dehors, la lumière rouge de la caméra de sécurité clignotait. Pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à une protection. Cela ressemblait à une mise à nu. Il plut pendant 3 jours d'affilée. Alexandre resta devant les baies vitrées du sol au plafond, regardant l'horizon de Paris devenir gris et lointain. La ville bougeait comme si elle s'en fichait. Parapluie. Circulation. Sirène. La veille. Et sa vie s'était arrêtée le jour où l'appel était arrivé. Et elle s'en souvenait comme d'un bleu qu'on n'arrête pas de toucher. Un mardi. Un voyage d'affaires. Une réunion. Une photo que sa femme avait envoyée, Claire, souriante au volant, les garçons habillés pour un spectacle de maternelle. Et elle n'ouvrit jamais la photo. Et elle coupa sa sonnerie. Un conducteur ivre brûla un feu rouge à 70. Claire mourut sur le coup. Léo et Émile survécurent, de justesse. Traumatisme spinal. Pronostic. Peu probable qu'il marche. 3 ans plus tard, Alexandre avait bâti un monde de protocoles, de spécialistes et de machines. Il avait acheté chaque espoir qui avait un prix. Mais la première vraie étincelle qu'il avait vue, venait d'une femme qu'il appelait laide. Il consulta à nouveau les caméras. Et la petite chambre d'amis d'Élodie était sombre. Lit intact. Et elle sentit une nausée tomber dans son ventre. Puis il la trouva. Elle était sur le sol de la chambre des garçons, enveloppée dans une couverture tricotée, le dos contre le mur. Léo dormait blotti vers sa chaleur. Émile serrait un dinosaure en peluche. Les yeux d'Élodie étaient ouverts, fatigués, sur la défensive, mais pas effrayés. Alexandre s'avança jusqu'au seuil comme s'il entrait dans une confession. Je ne voulais pas, commença-t-il, puis s'arrêta. Les mots ne sortaient pas. Vous m'avez frappé, dit Élodie à plat. Alexandre baissa les yeux. Oui. Le silence s'étira. Je n'attends pas le pardon, dit-il. Je ne suis pas là pour vous, répondit Dachel. Et la vérité piqua parce qu'elle était méritée. Je suis resté parce qu'ils avaient besoin que je reste, poursuivit Élodie. Ils avaient peur. Ils ont peur depuis longtemps. La gorge d'Alexandre se serra. Ils réagissent à vous, dit-il, la voix petite. Ils réagissent au fait d'être vus, corrigea-t-elle. Pas comme un diagnostic. Pas comme des abîmés. Comme des enfants. Puis Élodie posa la question qui le fissura. Quand vous les regardez sur les caméras, vous voyez qui ils sont? Ou seulement ceux que vous avez peur qu'ils ne soient jamais? Alexandre ne répondit pas parce qu'il ne savait pas. Au matin, Élodie était dans la cuisine à faire des pancakes comme si rien ne s'était passé. Vanille. Cannelle. Une odeur normale dans une maison qui vivait comme un hôpital. Léo était assis à table, fredonnant en dessinant sur une serviette en papier. Émile regardait la pluie, silencieux mais plus calme que d'habitude. Aucun des deux n'était dans un fauteuil roulant. Ils étaient sur de gros coussins de sol, jambes étendues devant eux, sans soutien, vacillantes, libres. Alexandre resta dans le couloir à regarder, invisible pendant quelques secondes. Élodie embrassa doucement la tête d'Émile. Myrtille ou pépite de chocolat? Émile ne répondit pas, mais un léger sourire tira sa bouche. Les deux, alors, sourit Élodie. Alexandre entra dans le champ. L'air changea instantanément. Élodie ne sursauta pas mais ses épaules se raidirent. Léo fit signe de la main. Salut, papa.
Alexandre avala quelque chose de tranchant. Salut, mon grand. Élodie s'essuya les mains. Ils étaient agités. S'asseoir par terre aide à étirer leur hanche avant la thérapie. Pas besoin d'expliquer, dit Alexandre, la voix prudente. Elle hésita. J'ai regardé les images. Élodie hocha une fois la tête. Et vous aviez raison, admit Alexandre. Cela l'a surpris. Ses yeux cherchèrent le sarcasme et n'en trouvèrent pas. Je ne suis pas bon à ça, dit-il doucement. Je connais les affaires. Je connais la gestion. Je ne sais pas comment être parent à travers un trauma. La voix d'Élodie s'adoucit. Vous avez essayé. Les sourcils d'Alexandre se levèrent. Essayez, c'est là que les miracles commencent, ajouta-t-elle, comme un rappel qu'elle ne lui offrait pas gratuitement. Alexandre laissa échapper un rire sec, presque brisé. J'ai entendu ça. 3 jours plus tard, la docteure Marianne Klein arriva tôt, tailleur impeccable, regard encore plus tranchant, aucune chaleur dans la façon dont elle évaluait le monde. Elle jeta un coup d'œil au garçon au sol et se figea. Pourquoi ne sont-ils pas dans leur fauteuil? Ils s'étiraient, répondit Alexandre, égal. Avec qui? Élodie se leva. Et la bouche de la docteure Klein se crispa. Je croyais que vous aviez renvoyé la femme de ménage. J'ai changé d'avis, répondit Alexandre. Le ton de la docteure Klein devint clinique et cruel. Voyons si votre miracle a produit quelque chose de mesurable. La salle de thérapie se remplit de capteurs, de machines EMG portables, de logiciels calibrés comme un lancement de la NASA pour 2 petits garçons. Léo cligna des yeux devant les fils. Ça va faire mal? Non, dit Élodie doucement. Comme des autocollants. Tu te souviens de tes jambes de robot? Léo hocha la tête, apaisé aussitôt. Les tests commencèrent. À eu début, c'était la même histoire. Réponse minimale. Tonus faible. Zone morte. Puis le quadriceps gauche de Léo tressaillit. Une petite ondulation. L'ischio-jambier d'Émile s'activa faiblement, erratique, mais réel. Une assistante se pencha. Docteur, vous voyez ça? La docteure Klein s'approcha, les yeux plissés. Répétez le stimulus. Les données le confirmèrent. Pas spectaculaire. Pas un miracle. Mais nouveau. Et la docteure Klein cligna des yeux comme si sa certitude venait d'être giflée. Ce n'était pas là avant. Non, murmura Alexandre, fixant l'écran. Quand on retira les fils, les garçons se tortillèrent directement vers Élodie. Émile gloussa quand elle embrassa sa tête. Léo lui murmura quelque chose à l'oreille et elle hocha gravement la tête comme s'il venait de lui confier un secret. Et la docteure Klein observa tout silencieuse, réfléchit. Je veux ajuster leur protocole officiel, dit-elle enfin. Quoi que ce soit, ça mérite d'être exploré. Alexandre soutint son regard. Y comprit ce qu'elle fait? L'orgueil de la docteure Klein tressaillit. Y comprit ce qui fonctionne. Alexandre annula des réunions. Indéfiniment. Et elle resta à la maison. Et elle renversa des petits pois à l'heure de manger. Émile rit. Léo étala de la compote sur la chemise d'Alexandre. Alexandre rit aussi, un vrai rire qui le surprit lui-même. Ce soir-là, Alexandre resta devant le frigo avec un menu de plats à emporter comme si c'était écrit en code. Tu sais faire des spaghettis? Demanda-t-il à Élodie. Elle cligna des yeux. Pardon? À partir de 0. Aïe. Boulette. Le grand jeu. Élodie regarda autour de la cuisine. Ce n'est pas pour ça que vous payez des chefs? Je les ai virés, dit Alexandre, casual. Tous? Il faisait une nourriture parfaite. Mes fils n'y touchaient jamais. Il avala sa salive. Et si je dois réapprendre à vivre, je me suis dit que je devais commencer par de la nourriture qu'ils mangent vraiment. Alors Élodie s'occupa de la sauce. Alexandre jongla avec les épices. L'origan se renversa partout. Léo gloussa depuis le couloir. Papa est nul en cuisine. Merci pour le soutien, marmonna Alexandre, en nettoyant. Élodie lui lança un torchon. Vous apprenez? C'est plus que la plupart. Le dîner n'était pas chic. Il était vrai. Assiette de spaghettis. Pain à l'ail. Cidre pétillant pour les garçons. Un verre de vin pour Alexandre et Élodie. Thé pour la première fois depuis des années. Personne ne voulait que le repas se termine. Plus tard, après que les garçons se furent endormis, Alexandre resta à l'évier à faire la vaisselle pendant qu'Élodie fredonnait et remettait la maison en ordre comme si la paix était quelque chose qu'on pouvait plier et empiler. Tu as déjà l'impression que c'est plus qu'un travail? Demanda-t-il doucement. Tous les jours, dit-elle. Moi aussi, admit-il, la voix basse. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est plus juste du travail. Élodie croisa son regard, solide comme une vérité. C'est une famille, dit Dachel. Et Alexandre sentit quelque chose en lui s'assouplir,
Comme si son chagrin devait enfin partager la place avec quelque chose de plus chaud. L'appel arriva le lendemain matin de Pierre Calvet au bureau des archives du comté. Alexandre était au comptoir de la cuisine, café à la main, quand la voix le dit. Vous avez demandé une recherche sur les dossiers d'Élodie Caron, dit Calvet. Son acte de naissance ne mentionne aucun père, mais les anciens papiers de sa mère mentionnaient une revendication de paternité. L'estomac d'Alexandre se noie. Non? Une pause. Guillaume Benjamin Collet. La tasse refroidit dans la main d'Alexandre. C'est mon père, dit-il d'une voix rauque. Calvet s'éclaircit la gorge. Il y a eu aussi des paiements réguliers pendant plusieurs années. Discrètement. Alexandre raccrocha et s'assit comme si on lui avait retiré la colonne vertébrale. Élodie n'était pas seulement une aidante dans sa maison. Elle n'était pas seulement la raison pour laquelle ses fils se réveillaient à nouveau. Elle était sa demi-sœur. Un secret que son père avait enterré si profondément qu'Alexandre, qui avait bâti sa vie en vénérant l'ombre de cet homme, ne l'avait jamais vu. Quand Alexandre le dit à Élodie dans le jardin. Le vent portait l'odeur du basilic et de la terre, et les rires des garçons flottaient derrière eux comme l'innocence. Le visage d'Élodie ne se brisa pas et elle se figea. Vous m'avez enquêté, dit-elle, la voix montant avec une vieille colère. Comme si j'étais suspecte par défaut. Alexandre tressaillit. Je l'ai appris ce matin. Et votre premier réflexe a été de fouiller en moi. Mon premier réflexe a été de comprendre comment mon père pouvait abandonner une enfant et faire comme si elle n'existait pas, dit Alexandre, la voix à vif. Comment il pouvait bâtir un héritage sur le silence. Les yeux d'Élodie brillèrent de quelque chose de plus ancien que la tristesse. Je m'asseyais sur le porche à attendre, murmura-t-elle. Je ne savais même pas qui j'attendais. Je croyais juste que quelqu'un reviendrait. Sa voix se fissura. J'imagine que les miracles ne frappent pas, dit-elle amèrement. Ils enquêtent. Alexandre avala difficilement. Alors maintenant? Élodie le regarda comme si elle décidait de brûler le pont ou de le reconstruire. Je ne pars pas, dit-elle doucement. Pas loin d'eux. Alexandre hocha la tête. Et vous? Demanda-t-elle. Je ne te mérite pas, Admile. Mais je veux essayer. Si tu me laisses. Élodie soutint son regard, puis hocha une fois la tête. Essaie, dit-elle. Mais ne t'attends pas à ce que je t'appelle frère de sitôt. Alexandre relâcha un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Juste. Ils trouvèrent une boîte qu'Alexandre évitait depuis des années, les lettres non ouvertes de son père. Dans l'une, Guillaume Collet avouait, une femme. Une fille. L'aide à distance d'un lâche. Si tu la trouves, ne la traite pas comme je l'ai traitée. Élodie ne hurla pas, elle ne s'effondra pas, elle fixa juste ses mains, tremblantes. J'ai passé mon enfance à penser que je ne valais pas la peine qu'on revienne pour moi, murmura elle. Et la voix d'Alexandre tomba. Je suis désolé. Pour tout. Peu après, Vivienne Collet arriva, la mère d'Alexandre, enveloppée de perles et de parfums, regard acéré, rempli de classe et de contrôle. Et qui est-elle? Demanda Vivienne, désignant la voix d'Élodie lisant au garçon. C'est grâce à elle qu'ils s'épanouissent, dit Alexandre. L'aide? Non, répondit Alexandre, se redressant. La famille. Vivienne résista d'abord, mais Élodie ne supplia pas qu'on l'accepte. Elle fut claire, je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit. Vos petits-fils avaient besoin de quelqu'un. Je suis venu. Puis le monde des affaires entendit la rumeur. Le conseil posa des questions. Alexandre répondit par la vérité. Élodie n'est pas le scandale, leur dit-il. Notre silence l'est. Les médias tournèrent autour. Et la fondation mit la pression. Et bientôt, des avocats exigèrent des preuves, ADN, papier, légitimité. Élodie regarda Alexandre droit dans les yeux et dit, je ferai le test. Pas pour eux. Pour les garçons. Pour qu'un jour, quand ils entendront les murmures, on ait quelque chose de plus fort. La vérité. Les résultats tombèrent. Correspondance à 99,9%. Demi-frère et demi-sœur. Le monde explosa quand même. Gros titre, caméra, ragot. Alors Élodie fit le choix le plus dangereux de tous. Elle parla en son nom. Dans une interview avec la journaliste Tania Brochard, Élodie dit qu'elle n'était pas là pour un héritage. Elle était là parce que deux garçons avaient besoin que quelqu'un croie en eux quand le monde avait abandonné. Des millions regardèrent. Pour la première fois, les gens ne virent pas un scandale. Ils virent une femme avec de la douceur dans la voix et de l'acier dans la colonne vertébrale. À l'intérieur de la fondation, Dominique Mercier tenta d'imposer un accord discret. Garder Élodie hors de vue. Aucun leadership. Aucun rôle public. Aucune perturbation. Alexandre se leva lentement. Vous voulez l'effacer? Je veux éviter une guerre, dit Mercier. Alors vous avez choisi le mauvais homme, répondit Alexandre.
Parce que j'en ai fini de protéger un héritage bâti sur la dissimulation des gens. Mercier menaça d'un retour de flamme. Alexandre choisit quand même la vérité. Puis le vrai retournement tomba. Un lanceur d'alerte anonyme exposa la corruption de Mercier. Détournement, accord en coulisses, coercition. Les autorités intervinrent. Mercier tomba vite. Alexandre et Élodie imposèrent des réformes éthiques. Était la fondation forcée à la lumière. Vota à l'unanimité la création d'une nouvelle branche dirigée par Élodie, une initiative communautaire centrée sur les enfants et les familles pour lesquelles personne ne se mobilise. Accès à la thérapie. Soutien à la petite enfance. Programme de musique. Une aide réelle. Pas une charité. Lycée. Un sens. Même Vivienne, à sa manière dure, commença à se tenir aux côtés d'Élodie, pas parce qu'elle aimait l'inconfort, mais parce qu'elle respectait ce qu'Élodie refusait de devenir, silencieuse. 6 mois plus tard, le Collet-Caron Community Center ouvrit à Saint-Denis, là où Élodie avait grandi, là où l'espoir avait l'habitude de sembler cher et fragile. Le bâtiment abritait des salles de thérapie, des coins lecture, un garde-manger, un studio de musique. Il n'avait pas été construit pour impressionner. Il avait été construit pour servir. Alexandre monta au pupitre et admit ce qu'il ne pouvait pas avant. Je pensais que le silence était une force. Je me trompais. Ce centre existe parce que nous avons choisi la vérité. Puis il se tourna vers Élodie. Le cœur de cet endroit, c'est la femme que je suis fier d'appeler ma sœur. Élodie s'avança, micro en main, et dit à la foule ce qu'elle s'était dit autrefois dans l'obscurité: je croyais que la seule façon de survivre était de disparaître. Mais j'ai survécu parce que de bonnes personnes ont choisi de me voir, et parce que j'ai choisi de rester. Le ruban fut coupé. Les portes s'ouvrirent. Et le nom Collet, autrefois lourd de secrets, devint autre chose. Pas parfait. Mais honnête. Cette nuit-là, de retour à la propriété au bord du lac à Angat-les-Bains, les plates-bandes étaient remplies de tulipes et de tomates, et les garçons riaient comme des enfants qui ne se sentaient plus une tragédie prête à arriver. Léo courut avec de la terre sur les mains. Tata Élodie. Regarde. Je plante. Émile leva un verre comme si c'était un trésor. Alexandre sourit pour de vrai cette fois. On construit un empire. Avec de la boue et des miracles, répondit Élodie. Ils restèrent côte à côte, regardant une maison qui avait autrefois été hantée par le chagrin. Maintenant, elle n'était plus hantée. Elle guérissait. Parce que le sang avait révélé le lien. Mais le choix, se montrer, rester, dire la vérité, c'est ça qui avait reconstruit la famille. C'est là que l'héritage vivait enfin. Avant de partir, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez Alexandre, auriez-vous fait confiance à Élodie après ce qui s'est passé, ou la peur vous aurait-elle fait la repousser? Et si vous étiez Élodie, après avoir été humilié et blessé, seriez-vous resté pour les garçons, ou seriez-vous parti sans jamais revenir? Dites-nous ce que vous auriez fait, et aussi de quel pays vous regardez. Merci d'avoir regardé Storyteller français encore une fois et abonnez-vous à notre chaîne.